Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Tout d'abord, bien sûr, je vous souhaite la bienvenue pour la 5e rencontre de la GERC, déjà la 5e. Et la particularité, bien sûr, c'est le mois de Ramadan et on avait beaucoup hésité à la tenir, ne pas la tenir. Quel timing serait le meilleur et on a opté pour cette formule, on va la tester, on va voir si elle arrange tout le monde, si ça marche. Ce sera une réussite et une répétition pour les prochaines années, Inch'Allah. Alors le thème aujourd'hui c'est Ramadan al-Siha, Ramadan et santé. Et on a deux intervenants. Le professeur Abqali va nous parler de Ramadan et santé de façon générale, en insistant essentiellement bien sûr sur la pathologie digestive, mais il y a une partie qui est consacrée aussi au diabète et Ramadan et au rein et Ramadan. La deuxième conférence sera donnée par le professeur Youssef, qui est professeur en pharmacologie avec nous à la faculté de médecine pharmacie de Fès, sur les médicaments et Ramadan. Je le remercie particulièrement parce que c'est la 3e fois qu'on a signé un contrat ce mois de Ramadan. Il a donné une conférence à la faculté de médecine, puis le Mejlis Elmi, ou d'abord avec nous à la GERC. Un spécial remerciement à nos amis néphrologues et endocrinologues qui sont avec nous pour enrichir le débat. Donc merci et bienvenue parmi nous. Donc le programme est comme suit. On va commencer tout de suite avec la conférence professeur Abqali, 30 minutes à peu près. Ensuite professeur Khabbal, 20 minutes à peu près. Ensuite une discussion de 10-15 minutes pour par la suite, bien sûr, se préparer le ftour ou bien sûr il y aura la salat le Maghrib, il y a un endroit réservé pour ça, arrangé pour ça. Et il y a le jour ديال الامداح ديال المديحين ديال الشرايبي et bien sûr à l'occasion de ce mois sacré pour changer un petit peu. Donc je donne tout de suite la parole au professeur Abqali pour la première thématique. Bienvenue à tout le monde. C'est une soirée qu'on veut qu'elle soit conviviale et familiale. Vous voyez qu'il y a beaucoup de familles. C'est ça l'esprit de cette journée. Santé ou bien Ramadan et santé. C'est un sujet qui paraît un peu facile parce que nous jeûnons, nous sommes des musulmans, donc on connaît les bénéfices du Ramadan, on connaît les difficultés, mais en fait lorsqu'on s'attaque sur le plan scientifique, on retrouve de très grandes difficultés. Vous allez voir que les ressources de commentaires sont assez faibles. Donc le Ramadan, en dehors du côté religieux qui est confirmé par plusieurs hadiths et plusieurs versets coraniques, le jeûne est confirmé comme étant quelque chose qui a plusieurs bénéfices concrets et qui sont confirmés. Mais également, il y a plusieurs effets indésirables ou bien des choses qui sont néfastes, qui imposent plusieurs précautions et plusieurs permissions qui sont obligées parfois pour certains malades. Donc, pour répondre à ces questions, quelles sont les ressources du commentaire qu'on a utilisées? Bien sûr, le Medline, c'est la première ressource. Et là, on retrouve qu'il y a une pauvreté des ressources concernant le Ramadan. Lorsque j'ai fait la recherche Ramadan tout court, je me suis retrouvé devant 2000 articles. Mais en fin de compte, ce n'est pas le Ramadan, c'est le non-Ramadan. Le nom, ism, Ramadan, Foulan, Ramadan. Donc lorsqu'on a encore fignolé, on a retrouvé uniquement 479 articles sur le Ramadan en entier. Et lorsqu'on a fignolé ces articles-là, sont rares les articles qui ont écho, pneumo, cardio et ainsi de suite. Et lorsqu'on fignole le site, on retrouve qu'il y a plusieurs conférences qui ont été faites. Malheureusement, c'est une société qui est presque inactive depuis les années 97. Donc depuis cette année, il n'y a plus de consensus qui émane de cette société. Donc tellement il a fait beaucoup d'efforts que ces efforts sont restés stagnés à un moment donné. D'ailleurs, leur 3e congrès a été reporté à plusieurs reprises. Donc, quelles sont les difficultés qu'on retrouve si on veut parler de Ramadan? D'abord, il y a très peu d'études. Et ces études qui existent, ils ont un faible niveau de preuve scientifique. Lorsqu'on analyse ces articles, on retrouve rarement qu'il y a des articles qui comparent les jeûneurs versus non-jeûneurs.
Et pourquoi? Parce qu'il y a la conviction religieuse des patients. Dans votre pratique quotidienne, je pense que même avec les malades, vous avez du mal à leur imposer la rupture de jeûne parce qu'ils sont malades. Donc la conviction religieuse rend difficile la réalisation de ces études. Concernant le tube digestif, on va voir qu'il y a une seule étude qui a comparé des patients qui jeûnent et des patients qui ne jeûnent pas. Également, il y a des biais qui rendent ces études avec faible niveau. Durée des études. On va voir que pour réaliser une étude de force statistique valable, il faut une durée qui est assez longue. Également, il y a l'influence des saisons. Si je prends par exemple une serre, est-ce que le fait que le ramadan survient au moment de juin a la même signification qu'un ramadan qui survient au moment de décembre? Également, il y a un nombre d'heures de jeûne. On sait bien que plus on s'éloigne des deux pôles, le nombre de jeûnes varie de façon considérable. Donc, ici on voit qu'au fil des années, le ramadan bouge. Donc, pour réaliser des études, il faut combler ce cycle lunaire qui dure 32 ans. Donc, pour qu'une étude soit valable, il faut que l'étude soit pendant une durée de 33 ans, chose qui est presque impossible. Également, pourquoi? Voilà. Également, le nombre d'heures qui varie, vous voyez, il y a 0 heure jusqu'à 24 heures, ça c'est théorique, chose qu'on ne peut pas appliquer. Donc c'est pour ça qu'il y a certains pays qui fixent des horaires de jeûne indépendamment du lever ou du coucher de soleil. Donc quelles sont les thématiques qu'on va traiter aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses, mais on a choisi la physiologie d'un jeûne, on prend le jeûne et on le dichotomise pour voir comment ça se passe, quelles sont les modifications qui surviennent et quels sont les bénéfices. On va parler un peu de tube digestif, un peu de diabète en présence de nos amis endocrinologues, le rein, je ne vais pas parler mieux que les néphrologues, un peu sur le sport, un peu sur la chaleur et enfin quelques conseils hygiéniques qu'on peut adopter, qu'on peut conseiller à nos malades durant ce mois sacré. Donc si on dichotomise le jeûne, lorsqu'on est en période de ramadan, premier temps, ce sont les réserves rapidement accessibles et rapidement disponibles qui sont utilisées. C'est le glycogène musculaire et hépatique, donc c'est la réaction de la glycogénolyse qui va fournir l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de l'organisme. Dans un deuxième temps, c'est les graisses qui seront sollicitées. Et cette graisse va fondre de petit à petit et va fournir l'énergie nécessaire. Et en troisième temps, on a le recours à la réserve protéique qui est le muscle. Cette phase est très dangereuse. Ça veut dire que toutes les ressources humaines ont été épuisées. Et cette ressource, heureusement, qui n'est jamais utilisée lors d'un jeûne du ramadan. Peut-être dans certaines pratiques, dans certaines religions, peut-être le jeûne est beaucoup plus long, donc on peut aboutir à cette phase. Mais dans le jeûne du ramadan, cette phase n'est jamais aboutie, heureusement. Donc, quels sont les bénéfices médicaux du jeûne qui sont rapportés dans la littérature? Et là, vous allez voir beaucoup de choses, mais toujours, j'insiste qu'il y a un faible niveau de preuves scientifiques. Ça a été dit que le ramadan permet une diminution de la fréquence des cancers. Mais là aussi, si on analyse les articles, ça, c'est une donnée théorique, mais qui n'a jamais été prouvée sur le plan scientifique. Chose qui est très importante, c'est que le ramadan parfois peut être proposé comme un traitement hypolipémiant. Pourquoi? Parce qu'au cours du mois de ramadan, on assiste à une chute de la cholestérolémie, ce qui permet une diminution des risques des accidents cardio- et cérébrovasculaires et prévenir l'apparition d'hypertension artérielle. Donc c'est dans cette situation qu'on peut prescrire le ramadan comme étant un traitement d'une pathologie particulière. Également, au cours du mois de ramadan, on a une privation d'eau, ce qui va reposer le système rénal, aboutissant à une légère déshydratation, ce qui va alléger le travail de cœur et qui pourrait éventuellement aboutir à une longévité meilleure. Également, ça va de soi, il y a un repos tube digestif, il y a une légère perte de poids de 5 à 10%, ce qui va permettre de diminuer le taux de sucre dans le sang. Et bien sûr, dans ce cas-là, le corps va utiliser d'autres réserves qu'on a vu tout à l'heure, c'est la glycogénolyse. Également, le ramadan, ça a été prouvé que ça permet une régénération cellulaire avec un effet anti-rides. C'est pour ça que les patients qui jeûnent paraissent plus jeunes, que les non-jeûneurs. Également, il y a des corrections métaboliques diverses. On va voir par la suite qu'il y a beaucoup de modifications métaboliques. Donc, quelles sont la question qui se pose? Quelles sont les modifications qui sont induites par le jeûne? On a des modifications hormonales. On va voir un tableau par la suite qu'il y a plusieurs sécrétions qui sont modifiées. L'insuline, les hormones sexuelles, thyroïdiennes et la gastrine. Également le glucagon, l'hormone de croissance et des cortisol. Bien sûr, chaque augmentation elle a un impact physiologique et un impact pratique sur le corps. Également une réduction des pertes hydriques. Et là, nous avons un système d'adaptation par une légère déshydratation, ce qui permet de compenser. Également des modifications biologiques, glycémie, calcémie et taux de cholestérol.
ce tableau, il y a beaucoup de paramètres qui ont été analysés. Là, je vous demande de voir les articles. C'est assez ancien. Donc, il n'y a pas de nouveau. Donc, la majorité des articles, c'est des années 80, les années 90. Et on voit que la plupart des paramètres changent, augmentent ou diminuent, à part la température rectale. Donc, si j'exclus la température rectale, tout est modifié. Je prends le glucose, ça diminue, l'insuline augmente, la gastrine augmente, et bien sûr, le pH va diminuer. Si je prends le cortisol, augmente, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de modifications qui sont confirmées, qui sont modifiées, également que leur pic est également décalé au moment du ramadan. Donc, il y a également des modifications de rythme de vie. Ça, on le sait tous. Il y a des modifications diététiques, des changements de sommeil et des modifications physiques. Ben, quelles sont les modifications diététiques qui surviennent au cours du mois de Ramadan? Si je vous pose la question, le Ramadan est un mois de... c'est pas chez vous, en principe, non. C'est un mois où on doit manger moins, on doit prier plus, on doit boire abondamment. Mais ce qui arrive au mois de Ramadan, c'est ça. C'est ça les changements diététiques qui surviennent. Chez Watt, et même des kilomètres de chez Watt. D'accord? Donc on commence à manger plus en quantité, en calories, et on mélange des choses qui sont immélangeables. Et bien sûr, tout ça, ça va aboutir à des troubles qu'on connaît tous, malheureusement, qui n'ont pas de preuves scientifiques. Donc, au cours du Ramadan, on a une augmentation en matière de ration calorique et en matière de la quantité des aliments. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les repas sont peu fractionnés. On a des modifications qualitatives et quantitatives, donc augmentation de la ration alimentaire et calorique, changement des horaires de repas, donc on a le ftor, le dîner et le suhoor, et modification de la composition. Donc, il y a une sous-consommation de légumes, fruits et fibres alimentaires, donc ça va aboutir à quoi? Donc à une constipation. Et il y a une surconsommation de préparations sucrées et des préparations grasses. Donc au lieu que le ramadan soit un mois pour baisser le poids, au contraire, on prend du poids. Trouble de sommeil. Donc il y a une diminution de temps de sommeil de 2 à 4 heures. Le sommeil devient court et fractionné. Et à cause de ce manque de sommeil, on a des comportements agressifs qui sont contradictoires avec la philosophie du ramadan. Le ramadan est un mois d'apaisement. Malheureusement, il y a 30 dînars. Il y a un changement d'activité. Une diminution globale de l'activité physique. Qu'est-ce qu'on remarque? Soit une sédentarité totale. Au ramadan, on ne fait plus rien. Soit un peu d'exercice, mais parfois on a un exercice qui est nocturne. On va voir par la suite que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas le moment de faire le sport. Il y a réduction du nombre d'heures de travail, une activité religieuse qui sont renforcées, et une modification de programme social et familial. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent que le ramadan est un mois où le rendement de travail diminue. En fait, ce n'est pas le ramadan qui est incriminé, c'est notre façon de gérer nos heures de travail qui donne cette impression négative sur le ramadan. Donc, ces modifications biologiques, diététiques, de sommeil physique aboutissent à un nouveau cycle repos-activité. C'est un cycle semi-circadien et ce cycle a des conséquences néfastes chez les patients malades. C'est pour ça qu'on va voir par la suite qu'il y a certains patients qui ne doivent pas jeûner. Donc, nous sommes des gastro, on commence par le tube digestif. Donc, le jeûne apporte un repos remarquable digestif. Donc, avec possibilité de se rétablir et se régénérer. Mais il y a possibilité de troubles, sont en rapport avec la modification de la sécrétion gastrique. On a vu tout à l'heure qu'il y a augmentation de la sécrétion acide et de l'activité des pepsines si on la compare à la période pré- et post-ramadan. Et cette activité reste élevée jusqu'à 1 à 2 semaines après le ramadan. C'est pour ça qu'on va voir que lorsqu'on veut prescrire un traitement, il faut le maintenir jusqu'à les 15 jours, voire le 1 mois après le ramadan, pour couvrir cette période d'augmentation d'acidité. Également, au moment du ramadan, on a la perte du pouvoir tampon des aliments, qui permettent de baisser la sécrétion acide. Et enfin, une grande partie des troubles digestifs qu'on voit au cours du ramadan sont liés aux modifications diététiques, du sommeil et de l'activité physique. Donc, si on utilise maintenant le Medline, si je fais le moteur de recherche Ramadan et ulcère, il y a uniquement 15 articles. C'est très peu. Si je mets ulcère uniquement, je retrouve devant des milliers d'articles. Si je mets irritable bowel syndrome, ou bien reflux, ou bien dyspepsia, aucun article. Donc c'est pour vous montrer la difficulté qu'on retrouve pour avancer des éléments scientifiques concernant le mois de Ramadan. Donc ulcère et Ramadan, il y a beaucoup d'études, il y a 15 études qui sont indexées, mais il y a d'autres études qui ne sont pas indexées. C'est très discordant. Il y a certains qui disent qu'il n'y a pas de différence significative avant, au cours, après le Ramadan. D'autres
il y a une augmentation de la fréquence des ulcères et surtout des complications, en particulier la perforation, alors que l'hémorragie ne semble pas augmenter au cours du mois de Ramadan. Concernant l'ulcère évolutif, ce n'est pas unanime. Il y a des études qui montrent que les patients peuvent jeûner, d'autres qui montrent que non, le patient ne doit pas jeûner, c'est un ulcère évolutif, donc il y a un risque de complications, donc il doit rompre ce jeûne. Mais ce qui est constant dans ces études, c'est qu'il y a une hyperacidité gastrique, notamment diurne, et qui persiste jusqu'à 4 semaines après le mois de Ramadan. Le biais, au cours de ces études, c'est que l'échantillon est réduit. On retrouve des articles à propos de 15 patients, 20 patients, et un seul article qui parle de 224 patients. La durée des études, ce n'est jamais 33 ans, pour être fort sur le plan scientifique, et aucune de ces études n'a travaillé sur le statut HP. Et on sait maintenant que l'ulcère gastro-duodénal, c'est le statut HP qu'il faut apprécier. Plusieurs hypothèses ont été émises concernant la fréquence des ulcères au cours du mois de Ramadan. Certes, le rôle d'HP n'a pas été étudié, mais on a incriminé les veillées prolongées qui aboutissent à un stress, et l'hypoglycémie qui excite le nerf vague et aboutissant à des hypersécrétions acides, et il y a l'absence du pouvoir tampon des aliments. Donc, il y a des pratiques qui ont été proposées concernant l'ulcère et Ramadan. Si l'ulcère est cicatrisé avec éradication HP prouvée, donc le patient pourra jeûner sans traitement préventif parce qu'on a traité la cause de l'ulcère. Si l'ulcère est cicatrisé mais sans éradication HP ou éradication non prouvée, donc il faut éradiquer l'HP. Ensuite, on peut jeûner avec un traitement préventif qui couvre avant le Ramadan, pendant le Ramadan et les 2 semaines suivant le Ramadan jusqu'à un mois pour couvrir la période de l'hypersécrétion acide. Si l'ulcère est en poussée, là les avis sont divergents. De jeûner ou ne pas jeûner. Dans le site de la Fondation, les choses sont claires. Un ulcère évolutif ne doit pas jeûner. Mais c'est une chose qui est laissée au cas par cas, en fonction de la gravité de l'ulcère, en fonction du stade de l'ulcère et en fonction des risques de complications. Concernant la dyspepsie, là aussi, bien qu'il n'y a pas d'article, on a retrouvé un seul article non indexé, la dyspepsie apparaît plus fréquente au cours du mois de Ramadan. Ça, on le sait, ça, on le vit. Même pour nous, on sent au cours du Ramadan des aigreurs, des flatulences, des sensations de douleur épigastrique. Donc, parmi ces patients qui sont interrogés, il y a environ 10% qui ont des troubles dyspeptiques. Et on a remarqué que ces troubles augmentent au fur et à mesure qu'on progresse dans le Ramadan. Physiopathologie inconnue, mais très probablement, c'est la conséquence de la persécrétion acide, mais surtout des modifications alimentaires au cours du Ramadan. Donc, pour prévenir ces dyspepsies, on préconise d'avoir une bonne hygiène de vie et surtout une alimentation équilibrée et variée. On va voir par la suite. Reflux et Ramadan, pas d'études. On sait, moi-même, maintenant, je souffre du reflux au cours du Ramadan. On le sait tous. La majorité des personnes interrogées, ils disent qu'au cours du Ramadan, on sent qu'il y a un reflux. Mais ce reflux, il est principalement au changement du rythme alimentaire, un changement de fréquence, l'abondance, la composition des repas. On mange plus sacré, plus salé, on mange une grande quantité. Ce sont tout ça les facteurs qui aboutissent à un reflux dans la population générale et même en dehors du Ramadan. Donc la prévention passerait par une fractionnement des repas, ne pas dormir immédiatement après les repas et prendre un phtor qui est léger. TIFI et Ramadan, là aussi pas d'études, mais si on interroge la population, on retrouve qu'il y a augmentation de la fréquence des troubles, surtout avec une constipation dominante. La cause, là aussi, c'est une modification diététique. Et la prévention passe obligatoirement par une bonne hygiène de vie, avec une alimentation qui est riche et équilibrée, et surtout riche aux fruits et légumes, avec un apport hydrique qui est suffisant. Donc, quelles sont les pathologies digestives au cours desquelles le patient ne doit pas jeûner? Donc, c'est des pathologies où le jeûne pourra avoir des conséquences sur la prise en charge ou bien des conséquences sur l'évolution. Je viens de parler de l'ulcère gastro-duodénal évolutif. En principe, c'est une contre-indication. Mais avec l'avènement des EPP, avec certaines études qui ont montré que les patients peuvent jeûner, même en ayant un ulcère, on peut permettre un jeûne, mais au cas par cas. Par contre, un patient qui a un cancer digestif, ou bien une cirrhose décompensée, ou bien une maladie aiguë, ou bien une poussée aiguë de maladie chronique type RCH Crohn, là c'est clair. Les ulama et les médecins sont unanimes. C'est des patients qui ne doivent pas jeûner. Maintenant, on aborde un sujet qui concerne les diabétologues. Là, j'ai 2 patients. Amin qui a 18 ans, qui dit qu'il est démoralisé parce qu'on vient de découvrir chez lui un diabète, mais il y a le Ramadan, et on lui dit qu'il ne doit pas jeûner. Il y a un aîné, 45 ans, qui dit qu'il est diabétique depuis 5 ans et fait son Ramadan, mais c'est les médecins qui ont tendance à exagérer. Pour vous, Amin ou bien Ahmed qui a raison? Est-ce que Amin doit jeûner?
Amine qui a un diabète qui a 18 ans, est-ce qu'il doit jeûner? Amine a un diabète type 1. Et Ahmed, 45 ans, qui jeûne depuis 5 ans. Est-ce qu'il doit jeûner? On va voir. Donc, Ramadan et diabète, là, on a plus d'articles. Donc, la majorité des articles concernant le Ramadan, c'est surtout concernant le diabète. Les gens, le diabète, travaillent plus que les gastro. Il y a un grand débat. Il y a un grand débat, surtout pour le diabète de type 2. Le diabète de type 1, on va voir que les choses sont claires. Mais pour type 2, il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non. Donc, diabète de type 1, la conclusion, c'est que c'est ce type de diabète qui ne doit pas jeûner, quelle que soit la situation, sans aucune négociation. Pourquoi? Parce que s'il ne prend pas l'insuline à temps, il y a un risque de coma acidocétosique. Et s'il ne prend pas les aliments quand il faut, il y a un risque de coma hypoglycémique. Donc il y a un pronostic vital qui est mis en jeu. Donc c'est pour ça que les ulémas et les médecins sont unanimes. C'est des patients qui ne doivent pas jeûner. Concernant le diabète de type 2, il n'y a pas de discussion si c'est un diabète avec complications dégénératives, un diabète et grossesse, un diabète gestationnel, un diabète à allaitement, un diabète avéré de troisième âge, ou bien un diabète déséquilibré. Là, il n'y a pas de discussion, il ne doit pas jeûner. Mais s'il s'agit d'un diabète de type 2 qui est équilibré, on peut autoriser le jeûne si le patient va respecter de façon rigoureuse le régime alimentaire qui est prescrit. Et s'il va contrôler sa glycémie tous les soirs, 2 heures après la rupture de jeûne, et si la glycémie dépasse 1,5 g par litre, elle doit soit arrêter de jeûner, soit éliminer tout aliment sucré dans ses repas. Mais en fait, ces précautions sont difficiles à réaliser. C'est pour ça qu'on préconise qu'il n'y a pas de jeûne si le patient ne compte pas suivre les prescriptions médicamenteuses, ni le régime alimentaire, ou bien si le traitement n'est pas adaptable la nuit. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve qu'il y a certains endocrinologues, l'exemple de Rabi, qui contre-indiquent formellement le ramadan pour le diabète de type 2. Alors qu'on a d'autres qui autorisent ce ramadan, mais avec des précautions qui sont assez rigoureuses. Concernant le rein, il y a peu d'articles. Donc, au cours du mois de ramadan, la fonction rénale n'est pas modifiée, il n'y a pas grand-chose qui est modifié. C'est pour ça que si le sujet est sain, il n'y a pas de retentissement. Donc un patient qui est sain peut jeûner sans problème, son rein ne peut pas être altéré, si bien sûr il y a une bonne hydratation et des boissons qui sont suffisantes. Chez un patient qui a une insuffisance rénale, le jeûne est contre-indiqué en fonction de la néphropathie initiale, le degré d'insuffisance rénale, les comorbidités et l'âge. Et le jeûne est interdit si la clairance est inférieure à 30 ml par minute ou si on a une maladie évolutive. Bien sûr, reste beaucoup de choses à dire concernant les autres situations. Et là, si on peut profiter de la discussion, on peut avoir l'avis du professeur Scali, néphrologue parmi nous. Chez le dialysé, en principe, le jeûne est non conseillé parce que c'est des patients qui doivent rattraper le jeûne, d'autant plus qu'ils reçoivent du sang frais et des substances nutritives. Le transplanteur rénal peut jeûner sans aucun problème s'il est stable avec créatine inférieure à 20. La néphropathie diabétique, c'est interdit, c'est formellement interdit. L'hypertendie peut jeûner à condition qu'elle a une HTA contrôlée sous monothérapie. Et enfin, le lithiasique, on lui interdit de jeûner, surtout en cas de lithiase récidivante ou bien en cas de maladie lithogène. Maintenant, la question qui est posée chaque ramadan, puis-je faire du sport? Est-ce que le ramadan, c'est le moment idéal pour faire du sport? Deux cas de figure. Si vous êtes un sportif confirmé, on fait du sport durant toute l'année, vous pouvez faire votre sport pratiqué durant le ramadan, mais juste avant la rupture de jeûne. Mais il faut boire abondamment au moment du suhoor, diminuer le temps, l'intensité d'effort d'au moins 30% la première semaine et reprendre un rythme habituel aux deuxième semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène d'adaptation qui survient au cours de ces premières semaines en fonction du rythme alimentaire et du rythme biologique. Donc le moment idéal pour faire le sport, c'est avant l'iftar. Pourquoi? Parce qu'on va se fatiguer et on a besoin de se réhydrater. Donc il faut que la fin du sport tombe avec l'iftar pour manger et boire. Si vous avez des bourrelets que vous voulez enlever au moment du ramadan et vous ne faites pas du sport, ce n'est pas le moment idéal. Vous avez raté votre sport. Il faut attendre la fin du ramadan. Donc ce n'est pas le moment idéal. Mais si malgré tout, vous voulez bouger plus que d'habitude, attendre la deuxième semaine. Commencez par une marche de 10 minutes, augmentez progressivement, ne pas dépasser 30 minutes et s'arranger à ce que la fin du sport arrive pile avec l'iftar pour se réhydrater. Pourquoi? Parce que le corps qui est habitué à une activité physique, qu'on décide subitement d'augmenter,
n'est pas adapté avec le jeûne. Et pour bien fonctionner, les muscles vont utiliser de l'eau et du sucre. Le sucre, on va le retrouver dans les réserves hépatiques, mais il n'y a pas d'eau. Donc qu'est-ce qu'on risque? On risque de crampes musculaires parfois violentes. C'est pour ça que les médecins du sport conseillent aux patients qui vont faire le sport au cours du ramadan de ne pas conduire après la fin du sport. Parce qu'il y a des risques de crampes et des risques d'accident. Donc le site de médecine de sport contre-indique la conduite après le sport au cours du ramadan. On peut avoir également des vertiges en rapport avec une hypoglycémie ou liés à la déshydratation. Ces dernières années, le ramadan survient en période estivale, en période de chaleur. Donc, est-ce qu'il faut prendre ça en considération? Oui, c'est un effort de plus vis-à-vis de Dieu, c'est une patience, donc on est en train de jeûner correctement. Mais il faut avoir des précautions. Pourquoi? Parce que l'être humain est un homéotherme et avec la chaleur, il va travailler davantage. Donc, il faut faire attention chez certains patients à risque. C'est les personnes fragiles et les travailleurs externes. Moi, je plains, lorsque je sors au mois de Ramadan et je vois les maçons en train de travailler en plein été et qui sont en jeûne, je les plains. Vraiment, la confluence, c'est ces gens-là qui font le vrai Ramadan. Donc, pour prévenir les signes d'alarme qu'on va voir par la suite, il faut adopter des précautions. Il faut boire abondamment de l'eau. Il faut éviter la limonade parce qu'elle augmente la soif et la faim. Il faut s'abriter de la chaleur du soleil, mettre des vêtements couvrants, éviter les t-shirts, mettre les vêtements amples pour permettre l'évaporation, qui permet de rafraîchir le corps, adapter les horaires de travail en fonction de la chaleur, faire moins d'efforts possibles, reporter les courses et faire une sieste au milieu de journée. Et si ces gens qui travaillent à l'extérieur, ou bien les gens fragiles, sont des signes d'alarme, ils doivent arrêter immédiatement de jeûner, surtout s'ils ressentent des crampes musculaires. C'est un argument formel pour rompre le jeûne. Également, on peut sentir des maux de tête, des gonflements des cheveux, fièvre, bouffées de chaleur. Là, on peut le gérer, mais les crampes musculaires, il y a un risque. Donc, une des questions qui est posée souvent, est-ce que les explorations et les médicaments sont des arguments de rupture de jeûne? Première chose, c'est les vomissements. Ce n'est pas une exploration, mais c'est un symptôme. Lorsque les vomissements sont involontaires, ce n'est pas un argument de rupture de jeûne. Concernant les explorations digestives, le toucher rectal, l'endoscopie digestive haute et basse et la ponction hépatique ne sont pas des arguments de rupture de jeûne. Vous allez me dire, si on fait une fibroscopie avec un lavage, là, les ulémas et les médecins n'ont pas pu trancher. Certains disent qu'il faut continuer la journée du ramadan et reprendre par la suite. D'autres disent que ce n'est pas un problème parce que le lavage a été fait dans le cadre d'un geste diagnostique et thérapeutique. Ce n'est pas pour s'alimenter. Concernant les thérapeutiques, les suppositoires lavant-évacuateurs ne sont pas des arguments de rupture de jeûne. La prise d'une voie veineuse pour prélèvement sanguin ou pour administrer des médicaments. Les injections intraveineuses ou intramusculaires visées curatives, pas les sérums bien sûr, les sérums à visée nutritive, ça c'est un argument de rupture de jeûne. Et l'oxygène et les gaz anesthésiques. Donc, maintenant on arrive à la dernière partie de la présentation. Et ce mois de Ramadan, il y a des patients qui viennent demander conseil. Comment on doit jeûner? Quelles sont les précautions qu'on doit prendre pour éviter ces troubles-là, pour vivre un bon Ramadan? Donc les conseils généraux, c'est avoir une alimentation qui est fractionnée, équilibrée, quantitativement et qualitativement. Éviter les excès de sucre rapide et graisse. Parce que là, on est dans le contraire de la philosophie du Ramadan. Donc on va grossir, donc on va augmenter la glycémie. Il faut boire suffisamment d'eau en dehors des repas. Éviter de boire les liquides trop froids ou trop chauds à la coupure de jeûne, parce que ça risque de créer un choc thermique au niveau de l'estomac. Et au lieu d'avoir un effet bénéfique, nous aurons des effets indésirables. Éviter les boissons gazeuses et au sucré, parce qu'elles augmentent la soif. Consommer à volonté les légumes et les fruits, source de sels minéraux et fibres alimentaires, se prévenir les constipations. Choisir les modes de cuisson saines. Garder des horaires constants de sommeil, donc pour éviter les troubles liés aux veillées nocturnes. Éviter les veillées prolongées, bien sûr, et ne pas dormir immédiatement après avoir mangé pour éviter le reflux. Quelques éléments concernant les principaux repas au cours du Ramadan. Pour le repas du Suhoor, c'est un repas très important qu'il ne faut pas rater. Si un repas qu'il ne faut pas rater au cours du Ramadan, c'est le repas du Suhoor. Pourquoi? Pour avoir l'effet tampon des aliments sur la sécrétion acide, pour lutter contre la déshydratation et la faim qui peut survenir au cours de la journée. Donc il faut conseiller des boissons abondantes, des aliments à digestion lente, pas des aliments à digestion rapide, sinon on va sentir rapidement la faim. Il faut préférer les laits dérivés et les fruits. Concernant maintenant le repas d'iftar, Sunna dit qu'il faut rompre le jeûne avec des dates. Pourquoi? Effectivement, les dates,
ça contient du fructose qui alimente rapidement le cerveau et augmente la glycémie, ce qui permet de diminuer la sensation de faim. Également, c'est une source de calcium, de vitamine D, de potassium, de fer et fibres, et ce qui permet de lutter contre la constipation. Pourquoi on préconise également le lait entier? Parce qu'il permet de retarder l'absorption des sucres et éviter le pic hyperglycémique qui peut survenir après avoir mangé des dattes. Donc c'est une sorte d'équilibre qui survient entre les dattes et le lait. Les soupes. L'estomac a besoin de se remettre en travail ou douceur. Donc il ne faut pas le bombarder avec beaucoup d'aliments de façon brutale. C'est pour ça qu'on préconise des soupes qui contiennent des fibres, légumes en général verts, des vitamines et des oligo-éléments, et pas notre harira qui est une bombe. Surtout s'il contient des pois chiches. Parce que ça permet une augmentation du volume intestinal, ça permet des gaz, ça permet de générer des gaz. C'est pour ça dans la plupart des sites maintenant qui parlent de Ramadan, ça préconise des soupes à base de légumes. Pourquoi il faut boire tiède? Parce que le fait de rompre le jeûne avec des boissons sucrées et glacées, ça peut créer un choc thermique imposé à l'estomac. Et les liquides tièdes ou à température ambiante permettent une meilleure réhydratation parce qu'ils sont mieux absorbés et plus rapidement absorbés.